Bonjour tout le monde, une petite seconde s'il vous plaît. Ben, merci d'être là. Salut Tony. Salut. On fait semblant de se dire salut alors qu'on est arrivés ensemble. Hein. Tout le monde sait qu'on s'est déjà vu, on s'est dit bonjour et tout. Mais... Qui êtes-vous, même qui se êtes-vous, vous voyez. Ouais, qui êtes-vous? Elle est jolie la salle. On fait rien donc. Ça va, vous allez bien? Oui, elle est jolie la salle. Hein. Ouais, les décors ils sont bien. Est-ce que ça vient d'un manga C'est une création originale. Ok. On va parler que du décor de la salle. On va faire comme si on ne s'était pas encore dit bonjour, hein, c'est ça? C'est parti. Tony Valente, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous t'accueillons aujourd'hui pour les 10 ans et même en fait les 10 ans et demi de Radiant. Si on regarde, c'est important à cet âge-là, 10 ans et demi. Peut-être. Oui. Oui, 10 ans et demi. 10 ans et demi, parce que c'était le 4 juillet 2013 que Radiant tome 1 est sorti, n'est-ce pas, à l'époque? Ben, si tu le dis, j'imagine que c'est vrai. J'avais loupé l'anniversaire, c'est les gens qui me l'ont rappelé. D'accord. Ouais. Je fais pareil avec mon anniversaire. Donc, ben... En tout cas, c'est alors Radiant. Est-ce que je représente Radiant? Je pense que c'est pas vraiment nécessaire. D'ailleurs, tu dis Radiant ou Radiante? Radio. Ok, Radio. J'ai tendance à radio. prononcer le T, mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez dire Radi si vous voulez. Radio. Ok, d'accord. Donc le manga Radi est publié en plus de 22 langues, y compris le japonais maintenant. C'est quand même assez fou. Oui. C'est la success story. Tu es la légende, la star du manga français. Non, mais j'ai la chance d'être publié dans ce pays. Ouais. Ça, c'est quoi. Bon, en tout cas, comme ça fait 10 ans et un peu plus, je te propose qu'on fasse une interview 10 ans après. Allez. Et qu'on commence par... alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 10 ans, justement. Je m'en souviens, oui. Et à l'époque, tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup à faire sur la perception du manga français encore, et que c'était assez ostracisé, disons, par une partie du public. Comment est-ce que ça a changé en 10 ans? C'est moins ostracisé quand même. Hein. Regarde. Il y a du monde. J'ai l'impression que les gens qui ont grandi avec la génération d'auteurs qui s'y est mise avant moi, à accepter de toute façon que ça existait. Puis des fois, ils ont converti les parents aussi. Et maintenant, les enfants, par exemple, je les vois lire indifféremment des mangas français ou japonais, j'ai l'impression. Donc la question se pose plus vraiment. Il reste quand même des gens qui lisent plein de mangas français. Et comme ils les ont pas aimés, ils disent j'aime pas le manga français. Mais en vrai, c'est compréhensible s'ils n'ont pas aimé les titres qu'ils lisent. Le mien au milieu, hein, s'ils ont lu Radiant et qu'ils n'aiment pas, ils vont se dire j'aime pas le manga français. On dit Radio, je crois. Radio, pardon. Donc ouais, Radi, c'est vraiment de la merde. Du coup, les mangas français, c'est pas bien. Donc ouais, et il y a ce truc-là, ce statut bizarre puisqu'il y a quelques titres dans le mien en tête d'affiche des mangas français, s'ils lisent un de ces titres connus et qu'ils les aiment pas, il y en a qui vont avoir tendance à toujours rejeter en disant d'accord, les mangas français, c'est de la merde. Mais c'est en marge, et en vrai, ça existe partout, quoi. Tu offres de l'eau à quelqu'un, si c'est pas de l'eau de chez lui et qu'il sent un goût, ton eau c'est de la merde. et en vrai c'est de l'eau. Donc il faut qu'il tombe sur un manga qui les convainque. Et j'ai eu la chance d'avoir un titre qui a parlé à pas mal de monde et il y en a plein qui osent me dire en dédicace, en vrai j'étais contre les mangas français. Donc je trouve ça mignon qu'ils viennent et qu'ils disent pardon. Et je vous en veux pas du tout si vous êtes dans ce cas de figure. Et même si vous êtes toujours dans ce cas de figure parce que vous n'avez pas lu, donc pas apprécié, je suis moi-même sceptique. Quand je lis des mangas qui ne sont pas du Japon, je suis sceptique. Ouais. En tout cas, tes influences, c'est le manga japonais, donc c'est autant Eiichiro Oda qu'Akira Toriyama et même les jeux vidéo, les RPG japonais, type Final Fantasy et autres. Est-ce que en 10 ans, tes influences ont changé? Est-ce que de nouvelles influences sont venues se greffer, que ces auteurs-là et ces licences-là voilà, est-ce que tu es tombé amoureux de certaines œuvres entre-temps qui ont pu vraiment te marquer et t'influencer? Oui, ça s'est élargi parce que quand même c'est le shonen que je préfère et c'est le shonen que je continue à préférer. Et donc il y a 10 ans n'existait pas My Hero Academia par exemple, que j'adore et qui fait partie de mes influences aujourd'hui. Et il y a plein de trucs. Là il y a
Dungeon Meshi par exemple, qui passe sur Netflix depuis pas longtemps, mais moi ça fait 10 ans que je le lis. Glouton et Dragon. Glouton et Dragon, pardon. J'adore ça depuis 10 ans et ça fait partie de l'ADN de ce qui nourrit mon envie de faire des histoires. J'espère que ça va devenir un énorme succès parce que pour le moment, ça ne l'est pas à l'international, mais si vous n'avez pas lu Glouton et Dragon, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Et en jeu vidéo, tu continues à jouer, il y a des jeux qui continuent de te stimuler, te nourrir, t'influencer. Avant de rentrer dans la salle, on parlait de Persona. Toujours, il y a des jeux vidéo qui sont bien. J'essaie plein de trucs, j'ai rarement le temps de les continuer et les terminer, mais je suis boulimique de commencer des jeux. Donc j'ai une quarantaine de jeux commencés, où j'ai 2 heures dans chacun. Et puis il y en a certains sur lesquels je vais forcer. Pendant des années, je vais revenir dessus. Persona 5, par exemple, c'est un truc qui est venu comme une grosse influence graphique. Ça se voit pas, je pense, dans mon dessin, mais dans les choses auxquelles je pense quand je crée des images, maintenant il y a ça, tu vois. Et c'était pas le cas avant. Tu veux dire le character design ? Le style hyper éclaté, hyper pop, que j'ai pas du tout. Mais il y a quelque chose dedans qui me parle et qui, dans la synthèse et la simplicité et l'efficacité graphique, c'est un amour que j'avais pas il y a 10 ans. Et là, c'est une espèce de tendance maladive de je tombe sur des dessins comme ça maintenant. Oh, ça me fait des trucs. J'essaie d'en faire. Ça fait pas du tout ça. Et vous le voyez pas. Donc, ça. Mais moi, j'ai l'impression d'avancer. Ces influences-là, ces auteurs-là, est-ce qu'il y en a que tu as pu rencontrer ? Est-ce que tu as rencontré tes héros ? J'ai rencontré Persona. T'as rencontré personne. Est-ce qu'il y a des héros dans le manga japonais, par exemple ? Oui, j'avais eu l'occasion de rencontrer des héros ou pas des héros, mais des gens hyper importants, hyper cool à rencontrer. Donc ça m'est arrivé. Dans mes héros, oui, Yusuke Murata, l'auteur de One Punch Man, j'avais rencontré. On a passé une après-midi. Il avait lu Radiant. Il m'a parlé de Radiant. Ça s'est passé comment ? Super bien. Tu rencontres ton héros et il te dit j'adore ce que tu fais. Mais non, mais c'est toi. Donc tu as le mime de Spider-Man. C'est toi. Donc il était super. Et c'est marrant parce que pour les gens qui lisent ce qu'il fait et ce qu'il a fait, quand tu le rencontres, tu as l'impression qu'il incarne cet esprit-là. Il est hyper positif, hyper rayonnant, hyper humble aussi, mais juste tu as envie de lui parler, de l'écouter parler. Et ça, c'était marrant. Et c'est un peu tous les auteurs que j'ai pu rencontrer qui m'ont donné cette vibe. Et qui d'autre ? Naito, l'auteur de Trigun, était très 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 rigolo. Mais alors genre vraiment quoi. Tout le monde l'appelle le Tanuki parce qu'il ressemble à un Tanuki mais grave. et il le sait et il joue du truc. Il est très marrant. Et c'était avant qu'il sorte le nouvel animé, le remaster. Donc c'était pas encore dans le nouveau pic de Trigun. Mashima qui fait Fairy Tail. Alors ça ne fait pas partie de mes influences, mais il y a une ADN commune après avoir parlé avec. On compte, d'accord, on parle des mêmes jeux, on parle des mêmes mangas. C'est normal que les gens nous rapprochent beaucoup parce que même si j'avais pas lu Fairy Tail en faisant Radiant, je reconnais que je mettrais clairement à côté quoi, sur l'étagère. J'en ai rencontré d'autres. C'est des rencontres au Japon, tout ça ? Des rencontres au Japon, ouais. Parfois à Paris. La première fois, Mashima, il voulait. C'est lui qui a dit « Est-ce que je peux voir Tony ?» C'était à Paris. J'ai dit « Ouais, allez. » Je peux voir Tony, j'ai l'impression qu'il m'a plagié un peu. Il a sorti un truc, ça s'appelle Radi. Ouais. Donc, oui, essentiellement au Japon. Oui. Alors, il paraît que pendant ces 10 années, tu as écrit plein de petites histoires sur le côté pour oui, c'est vrai. Ouais, pour garder la forme artistique, c'est ça. Mais on ne sait pas de quoi ça parle, tout ça. Est-ce que tu peux un peu nous raconter quelles sont ces petites histoires secrètes que tu dévoiles pas et que tu fais juste pour l'entraînement ? Comme je suis toujours en train de réfléchir à des histoires, c'est un peu maladif. J'avais une tendance avant de faire Radiant à m'éparpiller beaucoup, vouloir faire un projet, et quand j'étais dans le projet, je partais sur un nouveau projet juste pour faire travailler la tête. En fait, la tête travaillait toute seule et ça créait des projets. Et j'avais du mal à me focaliser sur le quotidien, quoi. Je suis toujours un peu trop dans le turfu et je me dis non, il faut être là. Et en faisant Radiant, je m'amuse tellement que ça m'est pas arrivé pendant longtemps. Et au moment où ça m'est arrivé à nouveau, j'ai eu très très peur de me lasser de Radiant et de devoir lâcher Radiant
parce que je commençais à me désintéresser. Parce que je m'étais désintéressé de mes précédents projets à chaque fois. Et Radiant a été créé parce que je me désintéressais de 2 autres projets sur lesquels je travaillais. Donc je sais que ça peut créer des trucs, mais en même temps, Radiant est là, j'ai envie de le faire, les gens sont là pour le lire. Donc je me suis mis à prendre des notes sur mon téléphone. Et tout s'est réglé. Donc j'ai une 30aine d'histoires sur mon téléphone, et si un jour je vais en sortir une, j'ai des séries toutes prêtes. Et tu peux pas nous lâcher un petit truc là? Allez. Est-ce que ça a absolument rien à voir, tu vois? Ah oui, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Il y a des trucs contemporains qui se passent dans un milieu scolaire avec pas de magie. Il y a des trucs. Ça ressemble à Persona. Ah ben non, il y a une forme de magie dans Persona. Il y a des trucs très différents. Ça tourne souvent autour d'un élément fantastique au milieu. Et je me rends compte, c'est ça qui est rigolo aussi. S'il y en a d'entre vous, j'en ai vu qui ont fait comme si, moi aussi j'arrête pas de créer des histoires. S'il y en a d'entre vous qui ont ce problème-là et qui ont du mal à se focaliser, je vous conseille juste de le sortir. En fait, c'est comme faire des croquis, c'est un peu maladif quand tu dessines. Ça n'a jamais été mon cas de trop dessiner, mais noter beaucoup d'histoires, oui. Et le fait de faire des croquis d'histoire, en fait, au moins ça libère l'esprit. Et ce qui est marrant, c'est de revenir dessus pour les nourrir de temps en temps, puisque des fois il y a des idées que tu as déjà eues. Il y a 2 semaines, tu as une idée aujourd'hui, tu la crois nouvelle, tu vas pour la noter, il y avait les prémices ici, bien je vais nourrir ce projet-là. Tu te rends compte que il y a peut-être une dizaine d'idées qui sont exactement les mêmes, formulées différemment. Et donc ça te parle aussi de ce qui t'habite et de comment tu gères les histoires, quels sont tes réflexes en fait. Moi, tu peux délayer aussi et te dire, ok, j'ai vraiment un mécanisme de répétition, et ça me sert pour Radiant. Je vois ce que je fais automatiquement sur mes histoires à côté depuis des années, et je vois des patterns dedans. Et je me dis, ok, non, ça me permet de revenir plus serein sur Radiant et dire, ok, qu'est-ce qui n'existe pas ni dans ce téléphone, ni dans ma tête jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux proposer de nouveau? Moi, j'ai une vision assez claire de mes réflexes, et je peux essayer d'en sortir, dans une certaine mesure, quoi. Peut-être je me rendrai compte en disant que je fais que répéter la même chose. Donc c'est que des notes textes, t'as pas fait des petits croquis de design de personnages? Ça arrive des fois, ouais. Et sur 3 projets, j'avais poussé jusqu'à faire semblant d'en faire un projet. Donc il y a des... ouais, ça va loin. Il y a des dessins, il y a des designs, des fois des images en couleur, mais à chaque fois c'était juste dans le but d'exorciser plus un truc que de créer pour le proposer. C'était juste, vas-y, lâche-moi, tu vois. Je le fais, pendant que je le fais, je suis excité, et après je peux passer à autre chose serein. Durant ces 10 dernières années, il y a eu un événement intéressant, c'est en 2018, la version animée de Radiant. Oui. Qu'est-ce que ça a changé qu'il y ait eu une version animée pour toi? Ça fait quand même de l'exposition à des gens qui ne l'auraient jamais eu entre les mains. Réalisé au Japon, j'ai oublié de le préciser, enfin vous le savez certainement, mais réalisé au Japon. Oui. Ouais, l'exposition, j'imagine que c'est essentiellement ce que ça change. L'argent, ça change l'argent. L'argent, ça change. Ça change l'argent. Ouais, il y a plus de radis, il y a plus. Il y a un truc qui est curieux, qui est la considération, c'est d'un coup, je passais de statut de quelqu'un qui essayait de faire bien à quelqu'un qui est expliqué comme ça y est, le modèle c'est ça. Et du coup, on considère plus le travail, mais on considère le statut. Et ça, tu l'as pas avant d'être exposé à ce point-là. Ça, j'ai eu beaucoup de mal avec. J'ai toujours beaucoup de mal avec. Donc à chaque fois que, même hier, pendant les cérémonies de remise, on me présente, ouais, le premier au Japon, il faut nuancer. On n'est pas là pour ça, d'accord. Mais c'est compliqué de faire entendre la nuance à des gens qui connaissent pas ton travail et qui viennent te féliciter pour ce que tu représentes, en fait. Et du coup, ça m'appartient pas, ça. Mais le dessin animé a amené ça, par exemple. Et donc, il faut dealer avec ça. C'est pas un gros problème, mais des fois, des gens veulent te dire tout le bien de ce que tu représentes sans jamais t'avoir lu. Ça sert à rien. Bah, moi, ça me sert à rien. Donc, ouais, ça, c'est rigolo, quoi. Et c'est la version animée qui t'a permis de rencontrer Hiro Mashima et autres, ou pas du tout, en fait? Non, c'était la publication au Japon. L'éditeur m'avait fait une interview dans le premier, et j'avais cité des noms parmi des références ou des trucs qui ressemblaient, et il se trouvait qu'il connaissait Morata et qu'il connaissait Mashima, et du coup il avait demandé à chacun d'eux de faire un bandeau de promotion pour la sortie du tome 1 et 2 au Japon. Voilà. 162 quoi? Le tome 162. Le tome 162, alors il raconte.
Ils ont trouvé plusieurs radis, mais ils savent pas lequel est le bon. Et il va falloir les goûter. D'où Glouton et Dragon, tout ça. Oui. Ouais. Ces 10 dernières années, il y a un autre truc qui a changé quand même, c'est la pandémie en 2020. Qui a duré 10 ans. J'espère pas. Mais j'aimerais savoir comment toi tu as vécu ça et si ça a fait, si ça a bousculé tes habitudes de création. Qu'est-ce que ça a changé pour toi en fait, tout simplement? Ça a changé que comme j'étais habitué à venir dédicacer, je me rendais pas compte que rencontrer les gens qui vivaient ce que j'écrivais, c'était aussi important dans le processus. Je m'en rendais compte jusqu'à un certain point, mais pas combien c'était vital en fait. Je me rends compte que je pourrais pas être un auteur japonais par exemple, qui ne vont jamais rencontrer leur public, quoi. Juste avoir des chiffres sur un papier, les chiffres qui grimpaient en plus pendant la pandémie. Il s'est jamais vendu autant de mangas qu'au moment où la pandémie a frappé. Donc les chiffres montaient, mais je rencontrais plus les gens, donc le livre n'existait plus dans ma tête. Et travailler, c'était devenu très très compliqué à cause de ça. Donc il y a eu un gros retard pendant la pandémie, pas parce que je ne pouvais pas travailler physiquement, mais parce que je n'expérimentais plus le fait que le livre existe, quoi. C'était plus compliqué. Donc maintenant, j'essaie de saisir les occasions d'invitation pour aller à la rencontre du public et d'entendre ce qu'ils disent en fait de l'histoire. Je laisse parler, j'écoute, on parle du radis, de la radio. Est-ce que le public a changé en 10 ans, ou il y en a que tu retrouves? Est-ce qu'il y a des gens que tu reconnais par exemple? Ici, non. Mais ils ont toujours été très beaux. Et ils sont toujours vachement beaux. Il y a des gens que je reconnais qui me suivent depuis le début et que je connais, des fois que je connais par leur prénom, et je peux remettre les moments où on s'est rencontrés et tout. Et il y a des gens qui me suivent depuis longtemps qui ne sont jamais venus me rencontrer non plus et qui me disent je vous lisais depuis que je suis petit. Puis c'est un adulte avec une barbe qui me dit ça. Et je me dis mais ça fait pas si longtemps, enfin. Et en fait, je réfléchis et tu dis ouais, si le mec il a 20 ans mais il a l'air d'avoir 30 ans, ouais, il était petit. Il était petit. Donc c'est marrant. Ça, c'est marrant de retrouver des gens qui ont grandi avec. C'est particulier, quoi. Et cette pandémie, ça a changé quelque chose à ta façon de travailler en fait? Ton organisation finalement de travail, tu vois, ton atelier, ce genre de choses-là, est-ce que tu as dû, je sais pas, réorganiser ta façon de bosser en fait? Oui, j'avais pas la place de travailler chez moi, donc pendant la pandémie, j'avais pas la place de travailler, donc j'ai déménagé. Donc maintenant, s'il y a une autre pandémie, je suis prêt. Ça a changé ça. Non mais vraiment, oui. Du coup, j'ai acheté un espace où je peux avoir un espace de travail. Je travaillais qu'en atelier en fait, c'est ça, à l'extérieur de chez moi. Maintenant, j'ai un atelier chez moi aussi. Tu étais avec d'autres artistes, c'est ça que tu veux dire, et donc forcément. Je suis toujours dans le même atelier avec d'autres artistes. C'était devenu interdit, c'est ça, à un moment donné. C'est pour ça que. Ah oui, le bâtiment dans lequel j'allais en atelier, c'est un bâtiment où il y a plein d'ateliers de différentes sortes. Il y a des ateliers d'illustration, mais aussi des ateliers de poterie, céramique, impression et tout. Et ils avaient fermé le building pour la pandémie. Donc c'était chouette, parce qu'on ne pouvait plus travailler. Donc ceux qui avaient leur espace, moi je pourrais travailler, je travaillais sur mon lit à dessiner, mais ceux qui avaient leur machine pour fabriquer ce qu'ils devaient vendre, eh ben, ils ont tous fermé, ils ont disparu, quoi, parce que le building était fermé. Donc voilà, donc ça c'était la leçon. Ok, on peut pas compter que sur cet espace là-bas. Bon, en 10 ans, il n'y a pas eu que la version animée et le Covid. Il s'est passé d'autres trucs. Toi, comment tu as... l'évolution des 10 dernières années, comment tu vois ça? Est-ce que ça t'impacte, ce qui s'est passé dans le monde et autour de toi? Parce que je sais que tu as toujours été très influencé par ce qui se passait dans le monde, et tu as pas mal récupéré des phrases de politiciens, par exemple. Oui, en fait, j'ai fait 2 fois, mais c'est resté, ça s'est ancré. Ça nourrit de la même manière que ça nourrissait au début le propos, ça nourrit toujours le propos. J'essaie d'être moins précis sur qui va me faire chier, par exemple. À l'époque, j'avais souvent cité, donc je recite, que Manuel Valls avait été une grosse inspiration pour Conrad de Marburg, le gros facho. Et comme je l'avais cité, et que toutes les phrases de Conrad viennent de phrases de Manuel Valls, il y avait eu je redis Manuel Valls. Non, il y avait une emphase dessus que j'avais accompagné parce que j'avais cité son nom, qui avait fait parler et qui continue à rester. Donc, je m'en sers. C'était la réalité. Toutes les phrases racistes, je voulais pas les inventer parce que je trouvais que ça me mettait dans la position de quelqu'un qui devait penser comme et tout.
dans la nuance, ça m'embêtait. J'allais être cliché avec un raciste. J'ai trop de respect pour les racistes. Non, c'est pas vrai. Je voulais être précis sur ce qui embêtait ce monsieur qui n'aimait pas beaucoup la couleur. Et du coup, j'avais plein de phrases où il avait parlé de la couleur de peau, où il avait parlé des différences, des barbes et tout. Je me disais, tout est là, je vais les prendre telles quelles. Je vais mettre un peu de couleur. Un peu de couleur, voilà. Ouais. Ça, par exemple, Manuel Valls, oulala, il part en courant. Donc j'essaie d'être moins précis parce que lui, il est le symptôme d'un truc. Donc il n'est pas responsable de tout ce qu'il dit. Il est responsable, évidemment. Mais il n'est pas... Alors, le problème, c'est pas que lui, en fait. Et ça, j'ai appris après coup à me dire, OK, puisque le problème est plus large, moi, je suis obligé de l'aborder différemment parce que c'est malhonnête d'aller pointer que lui du doigt quand il y a autant de gens qui sont problématiques. Tu vois, j'aime pas être malhonnête à l'égard de ce malhonnête. Mais c'était... dans la réflexion, elle a été là-dedans. Ça m'inspire toujours. Je suis moins précis parce que aussi il y a le problème de une fois que c'est passé et que tout le monde a oublié, la référence ne sert plus à rien. La référence n'existe plus. Dans 20 ans, tout le monde a oublié qui c'est, tout le monde a oublié qu'il a dit ça. Et ça fait plus de sens d'avoir référencé pile poil cette phrase, alors que le contexte existe toujours, par exemple. Donc je me sers toujours des contextes et pour nourrir l'histoire. C'est très très flou, tout ça. Je suis désolé. Mais on a mis un dessin exprès pour il y a du flou d'ailleurs à l'arrière-plan. Il y a du flou, oui. Et à part le racisme, quels sont les sujets, les causes qui t'ont touché? Est-ce que, je sais pas, le réchauffement climatique ou ce genre de choses qu'on commence à voir de plus en plus, malheureusement, de plus en plus tangibles, de façon plus tangible, c'est des choses qui peuvent t'impacter, qui peuvent te donner envie d'y réagir dans ton travail? J'ai l'impression que j'ai abordé plein de trucs en dehors du racisme, mais... À l'heure actuelle, je veux dire, à l'heure actuelle, maintenant... Qu'est-ce qui impacterait ce qui vient? Ouais. Oui, il y a plein de choses. Les conflits qu'il y a actuellement et puis la manière d'en parler ou de ne pas avoir le droit d'en parler, par exemple, c'est un truc que j'aimerais aborder au calme, tu vois. Pas sauter sur l'occasion de dire mais non, mais il faut défendre ça ou il faut défendre ça, pas être dans l'actualité, mais être au milieu, il y a ceux qui subissent, parlons d'eux, tu vois. Eux, ils subissent tout, et nous, on fait la guerre des mots au-dessus, mais oui, ils continuent à subir. Donc ça, c'est un truc qui risque de nourrir un prochain arc, par exemple. Les gens qui subissent quoi qu'il arrive. Que tu sois dans le vrai, dans le faux, voilà, il y a tous ceux qui ne choisissent pas et qui n'ont pas le droit de défendre, de dire non, n'utilise pas ce mot ou quoi. Ouais. Donne-moi de l'eau d'abord, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il dirait. Et ça, c'est un truc sur lequel je réfléchis beaucoup pour me dire au moment où j'aimerais l'aborder. J'aimerais l'aborder sans l'idée de polémique et de polarisation, mais par le point de vue de ceux qui continuent à subir des décisions qu'ils n'ont pas prises, en fait. Donc ça, et finalement ça, j'imagine que je le fais depuis longtemps un peu, de parler de ceux qui subissent, puisque ça part quand même d'un groupe qui subit, les infectés. Donc ça m'amène beaucoup de réflexion. Ouais. En 10 ans, est-ce que tu es la même personne? Est-ce que tu as changé? Pareil. Voilà. Il n'y a rien qui a changé pour toi entre... Rien, j'ai les mêmes chaussures et le même pull. Je ne l'ai pas changé. J'ai l'impression que j'ai pris 20 ans en fait. Ouais. À cause de quoi? À cause du rythme de travail, ouais. Ouais. Et du fait de voir des adultes qui me lisaient quand ils étaient petits. Qu'est-ce qui a changé? Comment ta vie a changé en fait entre avant Radiante, après Radiante? Avant Radiante, par exemple, j'étais pas papa. Donc ça a beaucoup joué. C'est un rôle important dans la vie de n'importe qui. Et aujourd'hui, je suis papa. Si j'avais dit que aujourd'hui, je suis toujours pas. Et ça t'influence d'avoir un enfant maintenant dans ta façon d'écrire peut-être? Oui. Les personnages d'enfants, etc. Sur ça, je pense que j'étais toujours raccord avec ma part d'enfant pour être OK. Mais sur la manière dont tu perçois le monde et ou des fois le fait de voir dans ces lectures certaines références qui n'existent pas, par exemple. Je me dis, ok, j'avais envie de pousser un truc, mais je vois que ça a l'air d'être important, puisque même dans des lectures que je trouve chouettes, il y a des références qui n'existent pas du tout. Je me dis, ouais, c'est embêtant. Donc ça me donne une perspective différente sur tout ce qui existe en lecture. Elle lit beaucoup plus que moi, mais genre turbo plus, et elle a lu énormément de trucs différents. Et des fois, elle relit des trucs que j'ai lus, plein de fois. Genre One Piece, 7 fois.
les 100 bouquins. Mais elle a quel âge? Elle a 100 ans. Elle a 12 ans. Mais elle fait ça avec toutes les séries. Elle a lu Naruto plein de fois, elle a lu Radiant plein de fois. Donc elle connaît par cœur tous ces trucs. Et des fois, elle me sort des choses que j'avais pas vues. Elle sait que t'es l'auteur? De Radiant, pas du tout. Non. Ouais, je lui mens. Je lui dis que je suis boulanger et tout. Moi, je rêve de faire du pain. Alors, elle trouve ça bien. En plus, c'est nul d'être auteur pour un enfant, d'être papa d'un enfant et d'être auteur. Ça représente absolument rien pour l'enfant. J'avais un pote à moi qui m'expliquait ça, qui me disait, ouais, bon, mes enfants, un jour, ils ont un camarade qui leur dit, ah, mon papa, il fait des pizzas. Les enfants de mon pote auteur, waouh, ton papa est pizzaïolo. Et en vrai, c'est trop bien de faire des pizzas. Si t'aimes faire des pizzas, c'est trop bien. Mais eux, ils étaient émerveillés. Ils sont rentrés chez lui. Papa, on a un ami, son père, il est pizzaïolo. Ok. Très bien. Elles sortent ces pizzas en librairie. Il y a une part d'ego qui vient. Donc voilà, pour ma fille, je représente absolument rien. En plus, je lui ai dit, elle lit des trucs des fois, et je lui ai dit, tu sais que High Shield, on a parlé avec l'auteur, tu l'as rencontré, tu étais avec moi et tout. Elle dit, ah ouais. Et elle relit. Elle continue à lire. Ouais, les légendaires, là, c'est un poteau, c'est lui qui t'a offert cette peluche. Ah ah. Ouais, elle est un peu bête. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je parlais de personnages d'enfants, mais d'une manière générale, les personnages, lesquels sont ceux que tu as préféré dessiner en 10 ans? Oui, c'est difficile. Détester dessiner. Détester dessiner non, parce que même Conrad, par exemple, qui personnellement, je l'aime pas du tout, mais j'adorais mettre ce personnage en scène pour développer tout ce qui venait avec, ce que ça faisait réagir chez le groupe de héros. Et j'aimais le dessiner, en fait, tout énervé qu'il était, quoi. Vraiment, il y a plein de gens qui sont venus me le demander en dédicace en me disant je le demande en dédicace, mais vraiment je le déteste. Mais quand même, Psartek le design. Et je dis allez. Donc, en pur plaisir de dessin, je sais pas, peut-être il y en a. En ce moment, tu vois, il y a des formes que tu aimes bien dans certains persos que tu adores dessiner, ou tu vois. Dans les arcs, le groupe de héros, j'adore les dessiner tout le temps. Et dans les persos secondaires, selon les arcs, tu as Myr dans l'arc de Sifandir, j'adorais le dessiner, il était très 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 rond par rapport à tous les autres persos qui sont plus dynamiques et tout, ou avec des pics dans les cheveux, des trucs comme ça. Et lui, c'était tout en rondeur, en douceur. Et du coup, pendant que je le dessinais, j'avais l'impression, moi, de me mettre sur un mood, tu sais, je me mettais à aller plus lentement, à être arrondi, à être bien, tu vois. J'étais bien avec lui. Et j'ai l'impression que ça a joué sur comment les gens le ressentent aussi, le lisent et tout. Donc, Myr sur l'arc précédent, c'était vachement rigolo. La reine aussi, Boadicée, pendant l'arc précédent. Donc, c'est les deux, par exemple, qui me manquent beaucoup à dessiner au quotidien. Et Brangoire, qui était complètement différent. Et là, en ce moment, dans l'arc que je fais, c'est le roi, Herclès. Il m'éclate à dessiner, parce qu'il a un nez pointu, mais genre, au début, je lui ai fait un nez comme ça, et maintenant, il est comme ça à peu près. À force, elle m'amuse tellement à lui faire son nez pointu. Et au début, il était musclé comme ça, puis maintenant, il est musclé comme ça. Et donc, j'ai exagéré ses traits. Et entre son expression, son attitude et son... Juste le mec, c'est un caractère pop-up. En fait, il est toujours en train d'arriver à un endroit dans une posture déjà, tu vois. Et ça, c'est trop bien à dessiner. C'est vraiment la régalade. Donc, lui, en ce moment, il m'éclate beaucoup, beaucoup. Et en dehors du dessin, quel est ton perso préféré que tu as créé? Son Goku. Et Luffy. Je sais pas. C'est difficile. J'imagine que les personnages que j'aime dessiner, je suis fier de pouvoir les mettre en scène, par exemple. Donc il y a une forme dedans je reconnais qu'il y a un truc qui me plaît dans le fait de les avoir créés. Mais je suis tellement critique à l'égard de mon travail que j'aime pas. C'est difficile pour moi de regarder mes dessins. Donc c'est difficile d'apprécier le dessin d'un personnage. J'aime pendant que je les dessine, et après, il ne faut plus les voir. Voilà. C'est parfois que ce soit dans mon dos. Il y a des auteurs qui disent qu'ils se sentent amis avec certains de leurs persos, parfois. Tu sais que c'est leurs potes un peu. T'as pas ça, toi? Non. Non. Ils sont bizarres, ces gens. Franchement, ils n'ont pas de vie, à mon avis.
Non, parce que j'aurais l'impression de pas me permettre du coup d'écrire certains trucs. Si c'était des amis, je voudrais pas leur faire vivre certaines choses et tout. Donc je reconnais que dedans il y a une part de familiarité. Il y en a qui disent ouais t'es le papa de, mais j'ai pas l'impression que ce sont mes enfants du tout. Hein. J'ai une vraie fille, rien à voir. Hein. Par contre, ouais, la familiarité, peut-être ça se confond avec un sentiment d'amitié ou pas, mais non, ils n'existent pas si je les écris pas. Donc ça marche pas. Par contre, quand les gens m'en parlent, ça c'est marrant quoi, parce que j'ai l'impression que là d'un coup, eux, ce sont leurs amis. Et ça j'aime bien. Ça c'est ouais. Et tu t'inspires de personnes autour de toi ou complètement ex nihilo pour créer tes persos? Parce que ça pourrait peut-être changer la proximité, le rapport de proximité avec les persos. Oui. Inconsciemment, je l'ai fait. Donc Alma, par exemple, la mère adoptive de Seth, elle a inspiré sans que je fasse gaffe à l'époque de quelqu'un de mes proches. Et Mir aussi, mais je ne savais pas du tout jusqu'à longtemps. Donc ça arrive, mais essentiellement les persos principaux, c'est une facette de ma personnalité, mais poussée à son paroxysme souvent, et beaucoup plus cool. Et moi je croyais par exemple que Dragunov, rien à voir avec moi, vraiment. Et ma compagne, elle m'en parle un jour pendant 1 heure, elle me dit non, parce que... Et elle m'explique tout ce que de Dragunov, ce sont des choses de moi qui résonnent en lui. Je dis, ok, mais il est grand, il a des beaux cheveux. C'est quand même pas la même chose. Je dis, oui, d'accord. Ouais, lui, c'est le BG, mais dans sa personnalité, il y a tout ça que je reconnais. Et donc, j'ai l'impression que je croyais que ça tenait au groupe de héros. Par exemple, Doc, qui est petit en train de voler, là, pour ceux qui ne savent pas. Lui, il est toujours à dramatiser, à avoir peur, à lancer d'abord la crainte d'un truc. Je reconnais que je fais ça surtout depuis que je suis papa, quoi. Tu vois un coin de table et tu as un bébé qui arrive, vite, ah mon Dieu, elle va se fendre le crâne, elle va tomber, elle va mourir. Donc ça c'est Doc, voilà, mais c'est moi. Et après Seth qui dit ouais non, je veux qu'on me respecte, putain, tu vois. Et c'est un peu moi qui réfléchis pas non plus. Donc il y a ça qui existe. Donc au lieu d'être mes amis, c'est plus une facette de moi. C'est jamais moi complètement. Je m'écris pas dans Radiant, mais à travers tous mes persos, il y a des gens qui me connaissaient pas avant Radiant, qui me côtoient. Un camarade que j'ai en atelier par exemple, qui m'a dit ouais, en fait en ayant lu tout et maintenant que je te connais, oui en fait je te connaissais. Je savais pas, mais je savais. Donc ça arrive souvent. Que t'étais raciste. Que t'étais, voilà. T'es surtout lui, là, le grand mec musclé avec une moustache de 2 km. C'est toi. Est-ce qu'il y a des passages que t'as préféré dessiner en 10 ans? Ouais, tous les passages où il y a beaucoup d'émotions dedans, ça reste des moments forts pour moi. Où je vivais le truc. J'ai tendance à écrire en vivant à travers le personnage, comme un acteur en fait. Donc ça, je suis tout seul. Hein. J'essaie d'être en atelier la nuit à ce moment-là, fatigué, tout seul, en train de dessiner. Mais ces passages-là, c'est toujours des moments forts. Je me souviens précisément, généralement quand les gens viennent me raconter un moment qui a été très très fort pour eux, je me souviens exactement les conditions dans lesquelles je les ai dessinés, la musique que j'écoutais et à quelle heure il était, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Alors que j'ai une mémoire vraiment éclatée. Ça, ouais, je me souviens pas je te l'ai dit tout à l'heure. On parlait d'un truc, les questions. Je me souvenais pas des questions. Tu m'as répété les questions là? Je les découvre. Ouais. Je t'en ai donné que 3. Tu m'avais donné que 3. Parce qu'il y en a une à la fin, tu verras. C'est vrai, il y en a une. Ouais. Rappelle-toi. Ça y est. Et on disait quoi? Donc ouais, les gens quand ils viennent me raconter précisément un passage qui les a touchés, ce passage, je sais que c'est quelque chose que j'ai adoré faire, même si ça a été dans la douleur parce que les personnages, il se passe un truc dramatique et que je le raconte d'une manière dramatique, c'était important à mettre en scène. Des fois, c'est des trucs que je traînais avec moi depuis des années, et voilà. Et sinon, en confort de dessin, c'était l'arc de Sifandir où j'avais l'impression de créer un endroit où je me disais je vais aller passer ma retraite là-bas, je vais aller vivre là-bas, je vais aller me perdre dans la forêt, je vais aller dans le château. Et je suis au regret de t'annoncer que ça n'existe pas. Ah purée. Et moi qui croyais. Pourtant j'ai mes amis là-bas.
Donc ouais, l'arc, il faut dire, à cause du confort des décors, le fait que les personnages n'étaient pas chassés partout, par exemple aussi. Je me rends compte maintenant que je fais un endroit où ils sont chassés de partout. Mais pendant que je le faisais, je me rendais pas compte, ça jouait sur mon sentiment de confort aussi, et ça joue beaucoup sur le sentiment de confort des gens qui l'ont lu, où c'est un arc qui a... Bon, l'arc est fini aussi, ça joue. Une fois que le prochain arc sera fini, sûrement qu'il y aura des gens qui défendront le prochain arc. Mais il y a une espèce de confort de lecture que je sentais pendant que je le créais, en fait. Et c'était chouette. Ça correspond à un moment donné aussi où je savais que ça allait sortir dans plein de pays, je savais que ça allait sortir en animé, personne ne le savait, et moi j'étais serein, je pouvais travailler tranquille, mais les gens me mettaient pas ce statut, et je pense qu'il y a ça qui joue sur le plaisir que j'avais à travailler. Il y avait zéro pression. Symbolique que ça portait, mais après l'avoir créé et conçu, j'allais dire concevu, je vous le dis parce que voilà, je me suis repris. Après l'avoir conçu, ce qui était très très rigolo à concevoir, j'ai vraiment pas aimé le dessiner, mais vraiment pas quoi. Donc ça c'était dans la douleur d'avancer dans cette... Ça reste entre nous. Hein. Oui, vous le dites pas. Non, c'est que des amis. Donc ouais, en pur dessin c'était ça. Et ça t'arrive de te demander, tiens, comment on fait pour dessiner ça en fait, et ne pas réussir à le faire, je sais pas, une posture ou non, un je sais tout dessiner. C'est vrai. Pas du tout. Je pars du principe que je sais rien dessiner. Du coup, je suis toujours en train de rechercher des références pour savoir les faire. Et du moment où j'accepte le fait de ne pas savoir dessiner quasi la totalité de tout ce qui existe, en fait, tu travailles sereinement, quoi. Donc, ça m'arrive tout le temps de chercher des références pour être sûr que c'est pas juste, ça vient pas juste de mon imagination. C'est assez basé sur du réel pour que je puisse après élaborer et puis faire mon truc. J'ai tendance à croire aussi que tous les détails que je mets dans des petites références que j'aurais pas chopées si je l'avais imaginé, tout ce que je vais mettre qui va participer au décor, ça permet aux gens d'oublier le décor complètement, par exemple. C'est suffisamment implanté dans le réel pour qu'on puisse juste suivre l'histoire. On n'a pas besoin de se demander c'est quoi ça là-bas. On dirait que c'est un vaisseau ou une barrière ou une maison, tu vois. Non, on passe dessus, on lit les personnages et les bulles. Donc voilà, des références tout le temps. Mais ça t'arrive de bloquer vraiment, de ne pas réussir à le faire, ou t'arrives toujours à trouver une solution assez vite finalement? Ouais, ça m'arrive de dessiner une page et de la gommer une fois qu'elle est finie, ouais. Comme je conçois directement sur les pages, je fais mon storyboard très très léger, c'est le scénario. Et une fois que je fais le crayonné, c'est là où je compose mes images. Et j'ai l'impression d'avoir une idée qui est bonne, je la dessine et je vois qu'elle marche pas en fait. Mais le dessin est fini. Bon, je gomme et je redessine. Et des fois, c'est la posture, j'arrive pas à la sortir. Même pas une posture d'action dynamique ou quoi, hein. Des fois, c'est un truc. Je dessine, et pendant 1 heure, je refais le même dessin. Et 1 heure à refaire le même dessin, pour moi, c'est l'infini. J'aime vraiment pas ça. Donc, je change la case, après. Ouais, c'est comme ça. En 10 ans, c'est quoi tes meilleurs souvenirs d'une manière générale autour de Radiant? Ça peut être des rencontres en festival, ça peut être maintenant, ça peut être... C'est maintenant. Non, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un personnage, ça peut être un moment, ça peut être une rencontre, ça peut être un passage, un moment clé dans ta vie, un point de bascule, je veux dire, le moment où tu as sorti le tome 1, enfin voilà, plein de choses. C'est difficile. J'imagine que ça s'est toujours passé autour de rencontres avec des lectrices et des lecteurs qui sont venus me dire pourquoi ça comptait pour eux. Et il y a plein de fois où je me suis retenu de pleurer. Mais plein de fois, parce que les gens ils arrivent avec un truc très 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 intime et je vois à quel point ça a résonné ce que j'écris, et c'est pas toujours attendu en plus. Je fais un truc, si je mets l'emphase sur une scène qui est triste et dramatique et que je le sais, je comprends qu'on vient de me dire vraiment c'était fort, j'ai pleuré fort, ça m'a fait penser et des fois on me raconte des drames, tu vois, genre quelqu'un qui me dit j'ai perdu mon père dans ces circonstances, et ça
ça faisait écho à ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et tout. J'ai pas fait exprès, parce que c'est trop précis dans comment ça s'est passé. Donc il y a plein de fois où il y a des gens qui sont venus, ou me dire, je me reconnais, ou là encore à Japan Expo, par exemple, quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, est-ce que vous allez mettre des personnages autistes? C'était une fille qui était autiste. Et j'ai dit, en fait, il y en a déjà, regarde. Elle me dit, ah. Et je dis, lui, et puis elle. Et elle se rend compte sur le coup, ah mais c'est vrai. Et puis elle regarde tous les détails, et puis elle revient. Elle dit, mais oui, et puis lui, il fait ça, et puis... et commence à la réconforter de savoir représenter dedans. Moi, je l'ai fait parce que je voulais être raccord avec mes persos et savoir pourquoi ils parlaient comme ça, comment ils agissaient. Mais c'était pas un truc où j'ai dit, lui, autiste, tu vois. Je l'ai pas posé comme un truc politique en disant, vous voyez, je fais de la représentation. C'était pas du tout ça. C'était, j'ai des gens dans ma famille qui le sont, et puis même ma compagne est en partie et tout. Et du coup, il y a des détails dedans où je me disais, pour créer des personnages, j'aime bien, ça rend un truc consistant que j'avais pas abordé et tout. Vas-y, on en met 1, 2, 3, mais sous des formes différentes. Et elle, du coup, après m'avoir posé la question, s'être reconnue, du coup, en partie dans un en particulier. Puis après, elle revient et dit, est-ce que vous allez développer ça, du coup, qui était un autre aspect que j'avais pas fait. Et je dis, allez, on va essayer, tu vois. Et ça, c'était tellement personnel et tout, que j'ai vu comment ça, et d'autres fois où il y a des gens qui m'ont sorti ce genre de références là, où c'est des souvenirs, c'est trop bien. Je le fais pas pour... c'est pas un agenda politique, par exemple. Je suis pas en train de vouloir être élu comme le gars qui représente le plus de monde, tu vois. Il y a pas une volonté derrière qui est, regardez, on va checker des cases. Donc je sais, moi, pourquoi je le fais personnellement. Je le raconte pas, mais je sais pourquoi moi je le fais personnellement. Et que les gens viennent m'envoyer ça en disant merci parce que, et là je me suis reconnu, et puis là dedans, ou là il y a pas longtemps, un gars qui avait fait 14 heures de route en bus pour venir à une dédicace, et il repartait avec le bus de nuit, et il vient, et il ressemblait à Adriel, qui est sur la couverture du tome 14. Et il vient, il me dit, j'étais à la FNAC, je disais à Radiante, j'étais à la FNAC, je vois Adriel sur la couverture. Et en fait, il s'est reconnu dedans, il a fait « Ah !» tout seul dans la FNAC, « Ah !» Et puis il est allé le prendre, et il m'a dit « J'ai crié dans la FNAC !» Et en fait, il m'a dit « J'ai attendu 28 ans à lire des mangas avant de voir quelqu'un qui me ressemble de près ou de loin. » Tu vois. Et je le connais pas. Maintenant, je le connais. S'il revient, je le reconnais. Mais je le connaissais pas. Et lui, ça a fait tiquer un truc, tu vois, où il s'est dit... Purée, il a fallu que j'attende aussi longtemps avec tout ce que j'ai lu. C'est un gros lecteur de manga, mais ça y est, je suis là, tu vois. Donc il m'a dit, je vais le cosplayer. Et ce genre de truc, les gens qui se reconnaissent dans un truc que j'ai fait pour moi et où ils se reconnaissent, ils intègrent l'univers finalement et ils deviennent une partie intégrante complète quoi, du processus de création. Maintenant, si je dessine Adriel, lui, il est dans un coin de la tête, par exemple. Pas que lui, mais ça fait partie de l'expérience aussi. De lecture. Quand je traite les personnages justement qui sont autistes, maintenant, cette fille que j'avais rencontrée, elle en fait partie de toute cette boucle. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. C'est vraiment le moment où le bouquin existe. Et pas que parce que je l'ai fait, mais parce que d'abord, il est lu et expérimenté. Mais ce genre de rencontre, ça te fait ressentir une forme de responsabilité, en fait, ensuite, par rapport à ce que tes lecteurs peuvent vivre en lisant ce que tu dessines? Ouais, complètement. C'est pas une responsabilité dans le sens où je vais pas me censurer, par exemple, pour ne pas traiter un sujet. C'est je veux être sûr, au moment où je le fais, d'aller creuser suffisamment pour que, au moins, je vais pas enfoncer des clichés. Et ça, c'est vraiment le truc. Quand il y en a qui disent « Ouais, mais on n'a plus le droit de rien dire. Oh, on me fait chier parce que... » Et en fait, si tu creuses et tu dis « Est-ce qu'au moins, tu as fait le début du travail de te poser les questions ?» Souvent, c'est non, la réponse. Donc, on peut plus rien dire. Oui, si tu n'as pas travaillé, dis rien. Ferme-la et va chercher, tu vois. Et reviens quand tu as fait le tour de la question. Si tu as fait le tour de la question et que vraiment tu veux continuer à être misogyne ou raciste, au moins on le sait, tu vois. Mais fais un peu le tour de la question, tu vois. Un minimum. Donc j'essaie de faire plus que le minimum, j'essaie d'aller plus loin. Et après, d'aborder le sujet en me disant, ok, voilà ces clichés que j'aurais enfoncés si j'avais pas recherché, si j'avais pas lu des trucs écrits par des gens que je ne suis pas, si j'avais pas écouté ces témoignages-là, je saurais pas tout ça, sans faire exprès, j'aurais fait. Et je suis ok avec le fait de tomber dans des pièges que je saurais déceler dans 5 ans en me disant, j'aurais dû le faire différemment. Mais allez, on va continuer à avancer. Ça me fait aucun mal si quelqu'un vient me dire, là, il y a quand même un raté, et je vais écouter, ah ouais, pourquoi ?
Et si on me sort un argument qui est suffisant, je dis ok, maintenant je le sais. Et du coup, maintenant je vais faire gaffe. Le personnage de Mélie dans les 2 premiers tomes, pour moi c'est un raté. Gros raté. Et j'ai essayé de la rattraper pendant tout le... Ça c'est un jugement personnel. Pourquoi Elle est hyper cliché, elle est souvent mise en avant, elle est souvent sexualisée sans raison, tu vois. La reine Boadicée est sexualisée parce que c'est sa proposition à elle. Elle dit « je suis belle, regardez-moi ». Tu vois. À partir de là, je crois qu'il y a tout le monde qui accepte le fait qu'elle prenne des postures et qu'elle soit dessinée d'une manière. Donc c'est pas moi qui la sexualise, c'est elle qui projette. En fait, c'est Beyoncé, quoi. C'est elle qui ma référence, c'était Beyoncé. C'était d'accord, je fais Queen Boadicée, Queen Bee. On va regarder par là. Pourquoi tous les publics et le public féminin et le public queer et tout ça est aussi fan de Beyoncé et accepte toute cette sexualisation qu'elle propose, parce qu'en fait c'est sa proposition, c'est pas victime de l'industrie, c'est elle qui fait l'industrie, tu vois, elle pose le game comme ça. Et je dis en fait la reine elle va faire pareil, elle va poser son game à elle, et c'est une des préférées du lectorat féminin par exemple. Ça c'est grosse fierté, tu vois, mais c'est parce que j'ai travaillé aussi. Je serais arrivé en la faisant dans les postures pas possibles et j'aurais loupé cette proposition de montrer que c'est la sienne. À raison, on m'aurait dit quand même, c'est inutile, tu vois. Et donc je voulais éviter ça. Il y a d'autres choses que tu referais autrement ? Ça, par exemple, le personnage de Mélie, j'introduirais son personnage différemment. Il y a des trucs qui sont dits et qui sont... par exemple, Conrad, il dit des trucs qui sont inutiles des fois. J'aurais pu faire la même chose sans utiliser les mots que j'ai utilisés. C'est personne qui m'a reproché de le faire. Mais moi, quand je relis, des fois ça frotte. Et je me dis, ça frotte parce que je l'aurais remplacé, ça aurait été aussi violent. Mais au moins, c'était pas homophobe, tu vois. Alors que là, je trouve que ça l'est. Et j'ai eu l'occasion d'en parler, du coup, de poser la question à des gens concernés directement. Quand t'as lu quand même le tome 2 et qui dit ça, franchement, c'est abusé. Et on m'a dit, non. Non, arrête. Mais j'ai dit, si, quand même. Allez, je continue à me fouetter. Non, mais au moins, ça me sert. Je pense que d'avoir cette démarche-là, ça me sert pour la suite. Si je refais un personnage à la Conrad, je sais que dans son homophobie, misogynie, racisme et tout, je serai moins... Il y aura moins de réflexes, tu vois. Ce sera plus... tout aussi violent, tout aussi con, et il pourra utiliser des mots vraiment qui sortent et qui m'appartiennent pas, mais ce sera fait différemment. Voilà. Et d'un point de vue artistique, il y a des passages que tu aurais fait autrement en les regardant aujourd'hui. Tu dis tiens, tout. Ça j'aurais tout du début à la fin. Oh là là, ouais. Si j'avais la patience, je referais tout. Mais je peux pas refaire une page déjà quand je la fais. À part la crayonnée, tant que c'est crayonné, c'est pas figé, ça va. Mais si je fais une page pendant plus de 2-3 heures, oh là là, c'est la calvaire. Donc revenir dessus après là. Non, vous verrez jamais de remaster. Je suis désolé. Ça n'arrivera pas. Non. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris en 10 ans ? Pas grand-chose. Que je savais beaucoup moins que ce que je croyais, et ça c'est cool. Quand je suis arrivé, je savais qu'il y avait tout un tas de trucs à découvrir, et maintenant je me régale quand je me confronte à un horizon d'inconnu, tu vois. Je découvre un truc graphiquement et je me dis tout ce que je sais pas, c'est trop bien, viens on va travailler. En couleur, pareil, alors que je fais peu de couleurs finalement, mais à chaque fois que je me confronte à ça pendant quelques jours, je me mets dans l'inconfort et je me rends compte de l'océan inconnu, tu vois. Donc ça s'est accentué pendant ces 10 années, ça s'est vraiment démultiplié. J'ai l'impression je suis très 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 mauvais pour donner des conseils par exemple avec les projets qui viennent, parce que maintenant j'en suis au point où je me dis absolument tout est possible et défendable en termes de composition, dessin et tout. Alors que tu as des auteurs qui vont dire non, ça se fait pas. Ah bon ? Je sors One Piece, regarde. La jurisprudence il fait Oda. Que ça, ouais. Ouais, ça on fait jamais des présentations de personnages centraux comme ça avec toutes les bulles autour. Ah ouais, regarde. Oda. Et j'ai l'impression que tout est possible aujourd'hui du moment où une autrice ou un auteur va faire une proposition qui va être acceptée par le public. Après, il peut t'embarquer et te faire accepter ses codes ou quoi. Donc, moi, quand je porte un jugement, c'est à l'aune de mes codes à moi. Et je considère qu'ils ne sont pas suffisants pour dire ça se fait pas. Ça, c'est nouveau, tu vois. Enfin, ça, c'est nouveau. Dans les 10 années, je l'ai appris en me disant ok, je ne peux pas dire ça se fait pas. Je peux dire comment tu le justifies,
Et est-ce que vraiment c'est la meilleure manière de l'utiliser? Je me l'applique à moi, ça. Alors, je voudrais bientôt faire parler le public parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, j'aimerais leur donner la parole, mais d'abord, je vais te poser encore 2 questions. Donc, commencez un petit peu à réfléchir à vos questions, hein, si vous voulez, je passerai après avec le micro. Mais dans 10 ans, Tony, où es-tu? Que fais-tu? Comment vis-tu? Toutes les réponses sont acceptées. Toutes les réponses, parce qu'il y aurait une réponse à la doc, tu vois, qui serait dans 10 ans, il n'y a plus personne, ça ne marche plus, je suis sous un pont, je fais des... ma compagne m'a quitté, mon enfant ne veut plus me parler, tout ça. Et si c'est la réponse de l'espoir, c'est dans 10 ans, on est dans la conclusion de la série au moins, où on a déjà conclu, tu vois, et il y a encore tout le monde qui est là, et tous les gens qui connaissent, qui sont ici ou qui ne connaissent pas, s'ils sont mis et sont encore là, ça ce serait l'espoir de dire je suis toujours lu, tu vois. Est-ce que je suis lu parce que ça a changé et que maintenant c'est en numérique et que je gagne plus un rond avec? Si j'ai des gens qui me lisent, en vrai, je préfère ça que réduire le public et gagner plus de sous. Donc la réponse de l'espoir, ce serait dans 10 ans, je fais encore du manga et les gens lisent. Ouais. Et enfin, il y a une question que je t'avais dit que je te poserais, c'est quelle question tu voudrais poser au public? Comment vous prononcez Radiante? C'est quoi? Juste en levée de main comme ça, qui a lu ou regardé l'animé? L'animé en particulier? Oui, qui a lu le manga ou regardé l'animé? Ouais. Et juste l'animé alors? Lu le manga? Alors, attends, regarde les bras qui se lèvent. Ah d'accord. Qui juste le manga? Qui prononce Radi? Il y en a un? Est-ce qu'il y a du coup levée de main des gens qui sont ni familiers avec l'animé ni le manga? Ok. Est-ce que maintenant vous voulez le lire? Attention, on prend les noms. Et alors si vous n'avez pas lu et pas regardé, si vous voulez lire, lisez 2-3 tomes. Si au bout de 3 tomes vous n'êtes pas dedans, vous pouvez laisser de côté, il n'y aura pas plus. Ouais. Vous embêtez pas. Alors, au 4e, il y a la fin d'un arc. Si vous pouvez pousser jusqu'au 4, c'est encore mieux. Mais déjà, si le tome 3, c'est la douleur, ne me détestez pas. Faites autre chose, il y a des super livres. Par exemple, Glouton et Dragon. Il faut lire ça. Mais, ouais. On va passer au public. Tony, merci en tout cas. Allez. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Alors, qui a une question à poser? Monsieur, je viens de voir. Alors, ça va être compliqué ici. Attendez. Voilà. Merci. Bonjour. Coucou. Alors, je fais partie de ceux qui ne te connaissaient pas avant la conférence, donc je n'ai ni lu ni vu lundi. Mais c'était juste pour savoir si tu pouvais me présenter ton œuvre en une phrase, si possible. Qu'est-ce que tu dirais? C'est un shonen manga. Merci. C'est une bonne présentation. C'est un shonen manga de fantasy. Il y a des éléments de sorcellerie et c'est un shonen manga qui commence de manière très très classique et après qui développe des thèmes qui le sont moins, mais sous une forme très classique. Donc c'est à mettre, j'imagine, sur les mêmes étagères plus ou moins que des Naruto, One Piece et tout, pas en qualité, en style, parce que j'ai trop de respect pour tout ça pour dire ça devrait être là. Mais dans les shonen classiques de manga à la Shonen Jump, c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'essaie de faire. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors j'ai mon acolyte de l'autre côté au cas où, hein, donc on a aussi des questions qu'on peut prendre. Oui, là-bas. Bonjour, je suis maman, j'ai 49 ans et je suis avec mon fils qui est en 3e qui fait son brevet à l'oral sur les Français, les artistes français qui se sont inspirés du Japon. Donc ça tombe bien, on est venu justement pour vous et on a déjà fait des recherches. En fait, moi je n'ai jamais lu de manga, mais en faisant des recherches, ça m'a beaucoup intéressé, surtout votre univers. Et du coup, je vais vous parler des Némésis. Allez. C'est quoi? Comment vous vous êtes inspiré des Némésis et d'où ça vient? Parce que nous, ça nous intéresse puisque on s'intéresse justement à la mythologie. Oui. Donc, dans la mythologie japonaise, il y a des éléments et j'aimerais savoir si les Némésis font partie de la mythologie française ou européenne.
Ouais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Allez. Ah, c'est très pointu, non? C'est ça? Non, Vous suivez? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Non, je voulais savoir si ça avait un rapport, puisqu'on a cherché sur Internet, et je voulais savoir si ça avait un rapport ou pas. Oui. Voilà. C'est très pointu, je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est une question quand même, je m'y intéresse et j'aimerais savoir. Il n'y a pas de problème, je vais y répondre. Oui, Némésis, c'est la déesse de la vengeance dans la mythologie grecque. Et j'ai pris ce nom parce que je trouvais que ça marchait bien. L'idée des Némésis, elle était venue de photos que j'avais vues de catastrophes naturelles, où ça donnait. J'ai un livre sur le ciel, que des photos du ciel, parce qu'en faisant de la couleur, ça m'aidait. Et il y a à un moment donné, il y a tous les ciels d'orage et tout. Et il y a un endroit où on voit une tornade, et on voit un plafond orageux, et il y a une tornade qui descend et qui fait un virage et qui tombe sur un endroit où l'endroit est en train d'être détruit avec des maisons. Et j'avais vraiment l'impression de voir le bras de quelqu'un qui disait c'est vous que je défonce, tu vois, pointe du doigt. Et l'idée des Némésis est venue un peu de cette réflexion-là, de me dire c'est marrant d'incarner, ce serait marrant qu'au milieu en fait soit une créature qui ait créé ce truc-là, et d'incarner les catastrophes naturelles à travers des créatures. Du coup, les Némésis, l'idée, c'est on ne sait pas d'où ça vient. Bon, il y a une raison dans l'histoire, mais à la base, j'ai voulu faire ça parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, parce que ça doit tomber comme des catastrophes naturelles. On ne sait pas d'où ça sort, et ça incarne souvent des catastrophes naturelles. Donc le premier Némésis, par exemple, il tape fort partout, et ce serait l'équivalent d'un tremblement de terre, plus ou moins. Il y a un Némésis qui fait des tornades, donc celui-là, c'est assez évident. Tous les Némésis ont une espèce de rôle un peu catastrophe naturelle, et ça me sert après à développer le propos de quand il y a un problème créé par l'extérieur, généralement on pointe du doigt des gens qu'on voulait jarter de la place. Et ça arrive toujours sur les populations qu'on entend le moins. Catastrophe à un endroit, les gens essaient de régler, on va les pointer du doigt en disant « Ah, ils veulent tous nous envahir. » Eh ouais, mais ils n'ont plus de chez eux, tu vois. Ça me servait à raconter ça. C'est venu de là, j'en ai fait quelque chose dans la fantaisie, mais l'idée c'était de montrer comment... de catastrophes naturelles, on arrive quand même à faire du rejet. Certains qui choisissent d'en faire un rejet de certaines formes de population. Voilà. Et le nom, la déesse Némésis, m'a donné le nom des Némésis dans la mythologie grecque. Je crois que c'est grec. Oui. Oui, d'autres questions? Tout au fond là-bas, debout. Bonjour. Bonjour. Alors moi, c'est peut-être une question qui va un peu spoiler. C'est par rapport à la petite bestiole qui accompagne Mélie, Monsieur Boubry, il me semble. Boubry. À un moment, on découvre qu'en fait, il sait pondre. Du coup, on découvre qu'il est peut-être assigné femme à la naissance, mais qu'il veut toujours être appelé Monsieur. Est-ce que c'est une référence un peu à la transidentité Oui. Voilà. Oui. Oui. C'était. Il y a des animaux qui sont complètement hermaphrodites où la question ne se pose pas et où tout le monde est ok avec, parce que de toute façon la nature a fait des créatures transgenres déjà, donc c'est dans la nature. Et je savais moi que c'était le cas depuis le début quand j'avais créé, et j'avais envie de mettre en scène à un moment donné. Je montrais que Boubry en fait. À un moment donné, ça a été une femelle, mais lui, c'est Monsieur Boubry. Je dis non, c'est Monsieur. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil comme ça. Mais encore une fois, c'est en essayant de ne pas faire d'un propos politique, d'un truc que je trouve humain, en fait, que je trouve normal. Voilà. Autre question? Ici. Bonjour. Je ne sais pas si Bonjour. Ça marche. Oui. Moi, je voulais savoir... lorsque vous écrivez le manga Radiant, quelle forme ça prend? Est-ce que vous faites d'abord l'écriture ou d'abord le dessin? Lorsque vous écrivez, est-ce que c'est plus dans un style roman, dans un style théâtre, ou plutôt comme un court-métrage? Et qu'est-ce qui est le plus dur entre l'écriture et le dessin? Le plus dur, c'est l'écriture. Ça, c'est facile. C'est vraiment difficile. C'est facile, c'est difficile. N'importe quoi. Cette phrase. Et ce serait, tu vois, le titre d'un article. Tony Valente. C'est facile, c'est difficile. Le dessin, je l'ai beaucoup plus pratiqué. Donc, c'est beaucoup plus facile à sortir. Il y a une espèce d'habituation qui est... le nombre d'heures de passer
à dessiner est incalculable en fait. J'ai essayé une fois de me dire ça représenterait quoi, j'y arrive pas, c'est beaucoup trop. Toute mon enfance c'était toutes les heures libres et tout. Je pourrais jamais rattraper ça en écriture parce que l'écriture se transforme forcément en heures de dessin derrière après. Si j'écris une journée un chapitre, même si je vais faire 20 pages d'écriture dans la journée, derrière je vais passer plusieurs jours à le dessiner, je vais continuer à creuser l'écart entre les deux. Donc je serai jamais aussi à l'aise à écrire qu'à dessiner. Et je me mets beaucoup plus à pression pour écrire vraiment comme je crois que ça devrait être écrit, mon histoire. Après, la forme que ça prend, c'est par exemple les Némésis. C'est des notes que je prends, je me fais quelques références visuelles et je vais garder quelques idées, d'accord. Pour l'idée des Némésis, quelle catastrophe naturelle incarnée, les créatures ressembleraient à quoi? C'est là dans un nuage d'idées qui pourraient être utilisées, et au moment où j'attaque une scène ou le début du premier tome ou une scène plus tard, je peux aller puiser dans ce qui est déjà là, et là je vais écrire à proprement parler à ce moment-là. Donc il y a un ensemble de notes avec les événements, les systèmes de magie ou les systèmes politiques ou quoi, les références visuelles aussi, que je prends pour tout un arc. Je prends beaucoup de références visuelles et je remplis un tiroir avec ça en fait. Et au moment où j'attaque l'arc, j'accroche toutes les références visuelles devant moi, qui sont des croquis que j'ai fait d'après livre en fait. Je digère comme ça les références en faisant des croquis moi-même. J'ai tout qui est devant moi, ça fait un nuage de références que je peux utiliser. J'ai un nuage de notes qui correspondent à l'arc scénaristique. Et après, au jour le jour, c'est d'accord, je dois faire un chapitre. C'est quoi la structure? Là, j'écris sous forme de storyboard, donc du croquis rapide avec directement les dialogues. Il n'y a pas de phase de script, par exemple. Comme je m'ennuie très vite et beaucoup, si je répète plein de fois la même étape, j'en peux plus. Donc j'ai enlevé la phase de script, puisque j'ai toutes ces notes qui servent plus ou moins comme un script. Donc j'écris dans l'idéal entre 1 et 3 jours, j'écris un chapitre de 20 pages. Dans l'idéal, le lendemain, je dessine les 20 pages dans la journée. Et après, le surlendemain, je commence l'ancrage et qui va être plus ou moins lent selon les scènes. Des fois, ça va être 2 jours d'ancrage, des fois, ça va être une semaine complète ou une semaine et demie. Mais ça va dépendre de l'intensité de ma barre de vie. Merci. On va changer de côté à chaque fois. Madame... Moi j'ai 13 ans et je voudrais devenir mangaka plus tard. Oui. Et en fait je voulais vous demander, vous avez fait quelles études pour devenir mangaka français? J'ai pas fait d'études. Donc voilà, il y a des écoles de manga maintenant qui existent. Pour être honnête, je sais pas ce que ça vaut parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de gens qui sont passés encore par des écoles de manga qui ont signé des projets, il me semble. Si c'est le cas, je suis désolé, je le sais pas. Mais voilà, le seul truc que je pourrais conseiller, c'est... Moi, j'étais du genre à pas vouloir montrer mes dessins à qui que ce soit parce que je crois pas à mon entourage. Donc je crois que les gens me veulent du bien et ils vont dire de toute façon que c'est bien. Ça me servira à rien et ça va pas me conforter dans l'idée que si je suis pas là pour défendre le dessin ou l'histoire que je raconte, qu'est-ce que les gens en pensent? C'est ça qui... Moi, c'est là que le bouquin y vit. C'est quand c'est entre les mains de quelqu'un qui me connaît pas. Je peux pas être à côté pour le justifier et les gens le lisent. Et j'avais déjà cette démarche quand j'étais petit en fait avec les dessins. Je n'aimais pas montrer des dessins parce que je me disais si la personne me connaît, elle est biaisée. Si tu es du genre comme ça, je te conseille de rester chez toi à travailler. Si tu es du genre à devoir confronter ton travail et être émulé par une forme d'énergie dans la compétition, dans un truc comme ça, alors les écoles ça vaut le coup, mais ça joue énormément sur la confiance en soi par contre. Aussi bien que soit faite l'école, tu vas dans un domaine où tu es censé te livrer, et on juge ce que tu as livré avec une note. C'est terrible. J'ai rencontré plein d'élèves qui étaient en dépression après des écoles. C'est pas dû à l'école ou à la qualité des professeurs. Les professeurs, des fois, ils sont eux-mêmes auteurs, autrices, donc ils savent ce que ça représente et ils peuvent pas faire autrement que de faire ce système-là. Il n'empêche que quand tu es aussi en insécurité que je le suis, d'aller dans un endroit, de le sortir. Je suis très à l'aise avec le fait que quand le bouquin sort, vous l'avez entre les mains. Si vous le trouvez mauvais, je préférerais que vous l'aimiez. Mais si vous le trouvez mauvais, ça m'appartient plus en fait. Cette expérience, c'est la vôtre. Vous le trouvez mauvais, il est mauvais. C'est la réalité. Il est mauvais pour vous. C'est pas parce qu'il est bon pour votre ami, cousin ou quoi que c'est ça la vérité. Ma vérité, c'est que pour vous, il est mauvais.
Pour lui, il est bon. Pour moi, c'est mauvais. mais je suis hyper en insécurité avec ça, à devoir le confronter. Si j'étais dans une école où j'avais dû confronter mes boulots, où j'avais dû montrer et où j'avais dû dire d'accord, ça va être intime, je vais le raconter. Ça, je veux dire, dans Radiant, dans le tome 10, il y a un poème au milieu. Jamais j'aurais écrit de poésie dans ma vie. Mais il se trouve qu'il y a un personnage qui écrit une espèce de poème. Il a fallu que je l'écrive. Jamais j'aurais fait ça dans une école. Jamais de la vie. Et c'est un des trucs que me ressortent le plus les gens. Finalement, c'est une des choses qui a l'air d'avoir été les plus personnelles et que je me serais jamais autorisé. Ou alors qu'on aurait jugé en disant ouais d'accord, ton Alexandrin là il fait 13 pieds et pas 12. Et en vrai c'est faux, il fait 12 pieds. Donc tout ça, toute cette insécurité, elle est à prendre en considération quand on va dans une école. Et il y en a qui n'arrivent à s'accomplir, j'ai des camarades chez Ankama, qui n'arrivent à s'accomplir que dans la compétition. Donc ils sont en train de se tirer la bourre entre eux. C'est ça qui les motive à dessiner bien. Moi, je leur dis, laissez-moi tranquille. Je veux pas dessiner bien, je veux pas savoir si j'écris mieux que vous ou quoi. Moi, ce que je veux savoir, c'est, toi qui as lu et qui pas auteur ou autrice, t'as vécu quoi, tu vois. Donc l'école, elle devrait être considérée aussi sous cet angle. C'est qu'est-ce que tu attends des retours sur ton travail, comment tu vis les retours sur ton travail, et comment tu vis ta production, en fait, ton œuvre. Ce serait un point important à prendre en considération, qui est souvent négligé. Oui. Je suis désolé, tu m'avais pas demandé de conseil, tu m'avais demandé à une école. J'ai pas d'école. J'ai travaillé à la maison. Bonjour. Moi, j'aimerais vous poser une question. L'année dernière, à cette même époque, il y avait une conférence sur la traduction des mangas en japonais, français, japonais. Et il y avait votre éditeur qui était là et qui disait à quel point certains de vos personnages, notamment le roi, étaient un calvaire à traduire en japonais. C'est vrai. Ouais. Et du coup, je voulais vous demander quelle est votre relation vis-à-vis de la traduction de votre œuvre, qui se veut un reflet fidèle, mais qui est nécessairement légèrement déformé de ce que vous avez écrit. J'essaie de pas mettre la tête dedans parce que je suis pas traducteur, donc je reconnais que c'est un boulot énorme et que c'est très compliqué, surtout quand on traduit en japonais. Par exemple, Doc, il invente pas de mots en japonais, tout simplement parce que le mot ne pourrait pas être lu à cause du fait que c'est écrit en caractères. C'est écrit les mauvais caractères, le mot n'existe pas, il veut rien dire. C'est pas un mot transformé, quoi. C'est juste plus un mot. Ça n'existe pas chez Doc, je l'ai appris des années après. J'ai appris quand l'animé commençait et que ça n'existait pas dans le personnage, dans l'animé en fait. Et je me suis dit, mais il invente des mots. Ils m'ont dit, non, pas du tout. On a lu, pas du tout, il n'invente pas de mots. Et il fallait qu'on m'explique cette nuance. Le roi, là, par exemple, avait tout son argot et tout ce qu'il utilise vraiment c'est le vocabulaire de la thèse, quoi. Il est là, c'est le terre-terre, lui. Il est pas au Japon. Très compliqué à traduire. Et j'ai su, il y a pas longtemps, que en américain, il l'avait traduit comme si c'était un frat boy. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gars de fraternité qui pourrait péter des bières sur sa tête et vers comme ça. Rien à voir avec sa personnalité. Et en fait, il est hyper apprécié par le public anglo-saxon, malgré tout. Donc le traducteur, il semblerait qu'il ait fait un excellent travail parce qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre des mots du ghetto qui sont en américain. Les Américains, ils sont très prudes sur certains mots. Ils peuvent te montrer des gens qui meurent à la télé avec des flingues, mais tu dis un fuck, ils vont mettre un peu. Pareil en lecture. Il y a des mots qu'ils ne veulent pas mettre et surtout l'argot. C'est pas de l'argot, mais le slang américain est très connoté de mots ratio et tout. Tu peux absolument pas mettre ça. Le gars est blanc, par exemple. Donc, il va pas utiliser le N-word à tout va. Ça marche pas. Donc, ce qui marche en français ne peut pas marcher en américain. Il a fait le choix. Ils ont fait le choix ensemble de se dire, OK, qu'est-ce qui peut marcher ? Ils l'ont transformé en frat boy. Et les gens, quand ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux. Ça a l'air de marcher, quoi. Ils l'adorent. Donc, ça me déprime. En vrai, moi, ça me déprime. Je ne l'ai pas écrit du tout comme ça et je comprends qu'il n'y ait aucune traduction possible. Il n'y a pas de solution idéale. Mais je préfère pas regarder parce que c'est terrible. Ouais. Alors, une autre question du côté de Didier. Tu vois quelqu'un ? Ah oui. Bonjour. Je vous lis depuis que je suis tout petit et je suis un turbo fan de votre manga. Et j'avais deux questions qui me turlupinent depuis très longtemps. Oui.
La première, c'est est-ce que vous avez vos idées pour jusqu'à la fin du manga ou est-ce que ça vient petit à petit? Et la deuxième, c'était à part la vaisselle, comment vous faites pour avoir votre inspiration? Oui, pour la vaisselle, j'avais dit sur un rabat d'un volume que j'avais trouvé tout l'arc de Jill et puis tout ça en faisant la vaisselle. Ce qui était vrai. C'est vrai. C'était le moment où j'arrivais à trouver des solutions à mes problèmes. L'histoire, oui, j'ai jusqu'à la fin, mais j'ai pas la fin exacte écrite de bout en bout. Je voulais avoir la fin avant de commencer la page 1 pour être sûr que le chemin que j'allais parcourir jusque-là, il avait une certaine cohérence, quoi. J'ai toujours considéré que je devais avoir peut-être à peu près 40% de ce qui serait à la fin, mais une base. A priori, si ça ne change pas, c'est un truc qui était prévu depuis le tout début. Si jamais j'ai une meilleure idée qui fait plus de sens avec l'histoire et comment elle a été vécue par les gens, j'hésiterai pas à l'utiliser, par exemple. Je ne suis pas bloqué sur cette idée-là. Mais au moins, je vais dans une direction jusque-là qui me permet d'avoir la fin. Et pour la question de la vaisselle, oui, j'ai d'autres solutions. Tu veux les noter? Le truc de la vaisselle dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai déménagé, en fait, j'ai du mal à me concentrer, beaucoup de mal. Donc s'il y en a qui se reconnaissent et qui veulent créer des trucs, ça pourrait peut-être vous aider. C'est pour ça que je vous le raconte. Beaucoup de mal à me concentrer. J'ai une attention qui vole de partout. C'est très compliqué. Mais en faisant la vaisselle, j'étais face à un mur et je faisais un truc mécanique avec mes mains. Je ne pouvais pas faire autre chose et je ne pouvais pas aller prendre un livre, regarder autre chose, penser à autre chose. J'étais en train de juste faire un truc mécanique et ça a commencé à enclencher un processus de réflexion dans lequel j'étais à l'aise. J'avais aucune autre attente de l'extérieur de la part de laver des assiettes. C'est trop bien. Donc je faisais ça et je me disais, ma solution c'est la vaisselle. J'ai déménagé, pas de mur en face, je fais la vaisselle au milieu d'une grande pièce avec ma fille à côté qui fait les devoirs et tout. Je suis en train de regarder partout, j'arrive plus à écrire. Mais du tout, quoi. Et du coup, les solutions, j'ai dû les trouver ailleurs. Donc ce que je fais des fois maintenant, c'est je pars de mon atelier pour rentrer chez moi, ou je pars pour aller acheter à manger, ou pour aller faire du sport ou quoi. Je mets rien dans mes oreilles, je me dis, ok, j'ai un problème. D'ici à l'endroit, il faut que j'ai trouvé la solution. Et je marche et j'ai que ce laps de temps-là. Ça me met la pression, ça turbine. À la fin du chemin, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant le chemin. J'ai peut-être fait des détours dans tous les quartiers, je ne sais pas. Je suis arrivé, généralement avec quelques solutions. C'est juste le fait de faire un truc mécanique, s'il y a un problème d'attention, un truc mécanique qui t'occupe vraiment, mais qui ne soit pas demandant niveau cognitif. Qui te permettent de partir sur de la pensée, sur quelque chose de personnel. Et en fait, ça recentre, si tu as un problème d'attention comme le mien. Voilà. C'est peut-être pas du tout ton cas, mais s'il y en a qui se reconnaissent, marchez. Alors, côté gauche, plutôt une question. Quelqu'un je viens de voir un... Ouais. C'est super loin, par contre. Voilà. Bonjour. Du coup, moi, je suis un peu passé partout parce que je suis passé fan d'animé, fan de manga, jusqu'à être même libraire, vendre ton tome, ce qui est un grand honneur, sache-le. J'avais plus une question sur en fait la production animée, si elle a eu potentiellement un impact sur toi, notamment. Je ne sais pas si tu en es venu à rencontrer les doubleurs de tes propres personnages, que ce soit donc t'as Thibaut Delmon en VF ou peut-être même en japonais, genre Yumiri ou Yuki Aoi. Je ne sais pas si entendre une voix sur un personnage, sur Seth, sur Mélie, t'a donné une façon de concevoir ton personnage, je sais pas, une autre vision, une autre force que tu pourrais leur donner. J'ai eu l'occasion de rencontrer des doubleurs, mais les doubleurs japonais, juste presque toute l'équipe était doubleurs japonais, mais pas des doubleurs français, non. Et par contre, je côtoyais aussi les doubleurs américains. Souvent, ils me demandaient des trucs sur la traduction, et comme j'avais répondu, ils m'impliquaient en fait dans le processus. Souvent, c'était trop bien. Même à un moment donné, ils m'avaient demandé. Ils avaient lu que j'étais fan de quelques animés ou quelques mangas, et dans un épisode où il y a Doc qui a plein de pierres de mémoire à l'intérieur et plein de voix différentes, ils ont pris que des héros de ces dessins animés que j'adore en fait. Ils connaissaient les doubleurs, donc ils ont invité Son Goku, ils ont invité Full Metal, et c'était juste un geste destiné à moi, quoi. C'était trop bien. Donc il y a eu quand même des rapports avec les doubleurs, mais les doubleurs américains et les doubleurs japonais. Avec les doubleurs japonais, on a fait de la presse ensemble aussi, on avait fait des émissions, une émission télé. Et donc ça, oui, les rencontres.
ça n'a pas changé ma manière de travailler. Par contre, il y avait la doubleuse de Boadice qui m'a dit un truc qui était tellement impressionnant que ça m'a conforté dans l'idée que tous les efforts que je mettais dans les personnages étaient perçus à un moment donné. C'est que j'avais assisté à un doublage d'un épisode, un épisode hyper important, et qui suivait un épisode que j'avais pas vu encore, qui était un épisode où Boadice se lance dans la guerre en hurlant, et puis une scène importante. Et elle m'a dit que quand elle devait hurler, mais il ne s'agit pas juste de crier, elle m'a dit toutes les nuances qu'elle a essayé de mettre dedans. Et que moi, c'était des nuances que j'avais essayé d'écrire en fait. Et c'était fou d'avoir elle qui me disait, voilà, elle est à un moment où il se passe ça psychologiquement, où c'est ça qui déclenche son acte de bravoure. En même temps, il doit y avoir de l'énervement et vraiment une espèce de bravoure et tout, un élan en avant. Et en même temps, il y a le désespoir. Et en fait, tous ces trucs, moi, je les avais écrits et j'avais essayé de les dessiner. Ça, pour moi, c'était masterclass de doublage, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Et donc, c'est des créateurs aussi. Et ça m'a conforté dans l'idée que finalement, tous ces détails-là, que des fois, je doute que ce soit vraiment perçu, là, ça m'a conforté. Non, il y a des gens qui le captent. Et peut-être pas tout le monde, et c'est pas grave, mais ça a l'air de compter dans l'expérience de lecture. C'est un truc qu'elle avait rajouté, en tout cas dans sa performance. Ça a recentré un truc, on va dire. On va prendre une dernière question du côté droit. D'où vous êtes venue l'idée des infectés? La dernière question, elle va nous retenir pendant 2 heures. Très bonne question. Je crois que c'est venu de... Je faisais une précédente série dans laquelle mon histoire n'était pas très très solide, je trouvais. Et dans cette série, il y avait un arc qui se passait avec... C'était dans le Japon féodal. Et j'avais lu un truc historique qui parlait d'un endroit dans le Japon féodal, fin 1700, qui était fait de... rebut de la société, de gens qui s'étaient fait une petite société où il y avait des anciens esclaves, il y avait des gens qui avaient fui des guerres, il y avait des anciens soldats, il y avait des gens juste qui voulaient vivre plus libres, et ils s'étaient cachés, et ils avaient fait un village caché, qui a sûrement donné l'idée des villages cachés dans les trucs du ninja, et c'était un endroit réputé prétendument avec des ninjas en plus. Donc on ne sait pas ce qui est vraiment de l'histoire. De l'histoire, apparemment, il y avait de la fuite vers là-bas pour se cacher. Est-ce qu'il y avait vraiment un village de ninjas ? Peut-être, peut-être pas. Il y avait juste des gens qui donnaient des coups de poing à des arbres. Peut-être c'est tout ce qui s'est passé. Et en racontant ça, en racontant du coup des gens qui étaient mis à l'écart de la société, alors que c'était un arc de mon histoire, eh bien en fait je préférais ça plutôt que l'histoire. Et j'étais embêté parce que j'étais au 3e tome, j'étais censé continuer, mais ça, je fermais la parenthèse et j'allais plus y toucher. Et ça a nourri le début des réflexions sur Radiant, en fait, où je me suis dit, attends, c'était trop intéressant de raconter comment eux, ils vivent le rejet, pourquoi, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui les différencie. Et là-dedans, il y avait un espèce de moteur d'histoire pour moi qui m'intéressait tellement que ça, sans faire attention, ça a donné l'idée des infectés. Voilà. Et un des premiers traits posés sur ça, c'était un dessin que j'avais fait encore avant, quelques années avant, qui était un personnage avec des cornes. Mais il était là dans le tas de personnages que je travaille de temps en temps. Et au moment où je me suis rendu compte de ça va vouloir faire des gens qui sont rejetés, lui qui avait des cornes au milieu, tout ça, je crois que je suis prêt à raconter cette histoire, l'histoire de lui qui a des cornes. Voilà. Merci pour la question. Tony Valente, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de festival. Merci beaucoup d'être venu.